Hello tout le monde! Nouvel épisode de la FDG, nouveau thème. Aujourd'hui, on va attaquer le système de prêt et d'emprunt sur la DeFi, à quoi ça sert et pourquoi, en l'utilisant correctement, ce mécanisme est super efficace. Trêve de blabla, c'est parti! La plupart des gens, à un moment donné de leur vie, sont exposés à l'emprunt. Généralement en prenant un prêt étudiant, un prêt automobile ou pour l'achat d'une maison. Mais alors, comment fonctionnent les prêts et emprunts dans la DeFi? De plus, comment sont déterminés les taux de dépôt et les taux d'emprunt. L'ensemble du concept est assez simple. Les prêteurs fournissent des fonds aux emprunteurs en échange d'intérêts sur leurs dépôts. Logique. Les emprunteurs sont prêts à payer des intérêts sur le montant qu'ils ont emprunté en échange d'une somme d'argent forfaitaire disponible immédiatement, appelée aussi collatérale. Traditionnellement, le prêt et l'emprunt sont facilités par une institution financière telle qu'une banque. En ce qui concerne les prêts et emprunts à court terme, le domaine de la finance décentralisée qui s'y spécialise s'appelle le marché monétaire. Le marché monétaire donne accès à de multiples instruments tels que les CD, les certificats de dépôt, les bons du trésor et autres. Dans l'espace des crypto-monnaies, le prêt et l'emprunt sont accessibles via des protocoles DeFi tels que Aave ou Compound ou par des plateformes centralisées telles que BlockFi. La CeFi, la Centralized Finance, fonctionne de manière très similaire au fonctionnement des banques. C'est aussi pourquoi nous appelons parfois ces entreprises des crypto-banques. BlockFi, par exemple, prend la garde des actifs déposés et les prête soit à des acteurs institutionnels tels que des market makers ou des fonds spéculatifs. Avant tout, il faut bien différencier la CeFi et la DeFi. La DeFi repose uniquement sur la blockchain et l'exécution des smart contracts, tandis que la CeFi, Centralized Finance, fonctionne comme une banque traditionnelle. Les différences entre les CEX pour Centralized Exchange et les DEX, Decentralized Exchange, sont les mêmes. Vous pouvez également affirmer que le modèle CeFi va essentiellement à l'encontre de l'une des principales propositions de valeur des crypto-monnaies, devenir sa propre banque. C'est ici que les prêts sur la DeFi entrent en jeu. Les prêts sur la DeFi permettent aux utilisateurs de devenir des prêteurs ou des emprunteurs de manière complètement décentralisée et sans autorisation, tout en conservant le contrôle total de leur crypto-monnaie. Les prêts sont basés sur des smart contracts qui fonctionnent sur des chaînes de blocs ouvertes, principalement Ethereum. C'est aussi pourquoi les prêts sur la DeFi, contrairement aux prêts sur la CeFi, sont accessibles à tous sans avoir besoin de fournir vos informations personnelles ou de faire confiance à quelqu'un d'autre pour détenir vos fonds. Aave et Compound sont les deux principaux protocoles de prêt disponibles dans la DeFi. Les deux protocoles fonctionnent en créant des marchés monétaires pour des jetons particuliers tels que ETH ou des stablecoins comme DAI, USDC, mais aussi d'autres jetons comme Link ou Wrap Bitcoin. Les utilisateurs qui souhaitent devenir prêteurs fournissent leurs jetons à un marché monétaire particulier et commencent à recevoir des intérêts sur leurs jetons en fonction de l'offre APY actuelle. APY pour Annual Percentage Yield, alias le rendement en réalité. Les jetons fournis par les prêteurs sont ensuite envoyés à un smart contract et deviennent disponibles pour être empruntés par d'autres utilisateurs. En échange des jetons fournis, le smart contract émet d'autres jetons qui représentent la preuve de dépôt, plus les intérêts. Ces jetons sont appelés C-token dans Compound et A-token dans Aave, et ils peuvent être échangés contre les jetons sous-jacents bien évidemment. Cela signifie qu'un utilisateur qui souhaite emprunter des fonds doit fournir des jetons sous forme de garantie qui vaut plus que le prêt réel qu'il souhaite contracter. À ce stade, vous pouvez vous poser la question suivante. Quel est l'intérêt de contracter un prêt si vous devez fournir des jetons qui valent plus que le montant réel du prêt contracté? Pourquoi quelqu'un ne vendrait-il pas tout simplement ses jetons en premier lieu? Il y a plusieurs raisons à cela. Généralement, les utilisateurs ne veulent pas vendre leurs jetons, mais ils ont besoin de fonds pour couvrir leurs dépenses imprévues. D'autres raisons incluent évidemment le fait d'éviter ou de retarder le paiement des impôts sur les gains sur les jetons ou d'utiliser des fonds empruntés pour augmenter leur effet de levier dans une certaine position. C'est plutôt sur cette stratégie que nous allons nous arrêter. Désormais, nous savons comment un marché monétaire fonctionne sur la DeFi, mais comment détermine-t-on le montant maximal d'emprunt? Pour que les protocoles ne fassent pas faillite, vous devez respecter quelques critères pour veiller au bon fonctionnement à la fois du protocole, mais aussi du mécanisme de liquidation si nécessaire. Pour cela, deux paramètres. Le premier, combien de fonds sont disponibles pour être empruntés sur un marché particulier. Ce n'est généralement pas un problème, sauf si quelqu'un essaie d'emprunter une très grande quantité de jetons. Le second, quel est le pourcentage de collatéral de jetons fournis, le facteur de garantie, qu'on appelle aussi en anglais le collateral factor. Celui-ci détermine le montant pouvant être emprunté en fonction de la quantité de la garantie. DAI et ETH, par exemple, ont un facteur de garantie de 75% sur Compound. Cela signifie que jusqu'à 75% de la valeur du DAI ou de l'ETH fourni peuvent être utilisés pour emprunter d'autres jetons. Pour illustrer cela, pour 100 $ déposés, vous
vous pouvez emprunter au maximum 75 $ en théorie. Avec la pratique, ce n'est pas vraiment le cas car vous pouvez boucler votre emprunt, c'est-à-dire emprunter de nouveau grâce à vos emprunts antérieurs. Ne vous inquiétez pas, on va illustrer cela comme d'habitude. Ce qu'il faut retenir, si un utilisateur décide d'emprunter des fonds, la valeur du montant emprunté doit toujours rester inférieure à la valeur de sa garantie multipliée par son facteur de collatéral. Si cette condition est remplie, il n'y a pas de limite de temps pendant laquelle un utilisateur ne peut emprunter des fonds. Si la valeur de la garantie tombe en dessous du niveau de garantie requis, l'utilisateur verra sa garantie liquidée afin que le protocole rembourse le montant emprunté. Le protocole ne prend en théorie aucun risque puisque chaque prêt frauduleux est liquidé pour que le protocole n'encaisse aucune perte. Les intérêts que les prêteurs reçoivent et les intérêts que les emprunteurs doivent payer sont déterminés par un rapport très simple. Le rapport entre le jeton déposé sur un marché monétaire et celui emprunté sur ce même marché. C'est un taux d'utilisation très basique. L'intérêt payé par les emprunteurs et l'intérêt gagné par les prêteurs, de sorte que l'APY d'emprunt est supérieur à l'APY de dépôt sur ce marché particulier. Voici un bon exemple. Nous sommes sur le protocole AAVE sur la blockchain Optimism et nous allons regarder le taux d'utilisation de l'USDC. Ici, le taux d'utilisation à l'instant T est de 93%. Cela signifie que pour 17 millions d'USDC déposés, il n'y a que 1,3 million d'USDC disponibles à l'emprunt. Cela influence le taux de dépôt qui est de 15% et aussi le taux d'emprunt qui est supérieur au taux de dépôt qui est ici à 20%. Les intérêts d'APY sont calculés par bloc. Le calcul des APY par bloc signifie que les prêts DeFi fournissent des taux d'intérêt variables qui peuvent changer en fonction de la demande de prêt et d'emprunt pour des jetons particuliers. C'est également là qu'intervient l'une des plus grandes différences entre Compound et AAVE. Bien que ces deux protocoles offrent des APY de prêt et d'emprunt variables, AAVE propose également des APY d'emprunt stables. Un APY stable est fixé à court terme. Par contre, attention, il peut changer à long terme pour s'adapter au changement du ratio offre-demande entre les jetons. Désormais, nous allons nous focus sur les stratégies sur les marchés monétaires. On va passer sur mon tableur pour que je vous montre comment ça marche. C'est parti! Nous voici donc sur le compilateur Captain Hash. Le document est disponible en description pour les intéressés. Voyons comment cela fonctionne. Les cases bleues sont à remplir et le health factor aussi. Il peut être ajusté selon votre aversion au risque. Pour l'exemple, nous allons mettre 75%. En plaçant 1000 $, nous empruntons à hauteur de notre health factor, soit 750 $ que nous redéposons pour ensuite réemprunter dessus 562,5 $, etc. Je pense que vous avez compris. En théorie, c'est possible de le faire à l'infini, mais en vue du nombre de transactions que vous allez faire, cela peut affecter le rendement de votre placement. Selon la stratégie pour laquelle vous allez opter, on peut paramétrer un APY de dépôt. Ici, nous allons paramétrer 3% et un APY d'emprunt. Cela peut par exemple ressembler à une stratégie de staking de TH avec les Liquid Staking Derivative. Cette stratégie consiste à déposer le Liquid Staking Derivative, par exemple WSTETH, sur un marché monétaire pour ensuite emprunter des ETH que vous allez swapper en WSTETH et ainsi de suite. Cela permet de s'exposer uniquement à l'ETH, ce qui par la suite vous permet d'augmenter votre health factor en contenant notamment votre risque. Cette stratégie permet de mettre un effet de levier sur le rendement de la sécurisation de la blockchain Ethereum. Attention, si l'APY d'emprunt est trop élevé ou trop volatile, votre stratégie peut ne pas être rentable. On voit clairement à l'image que notre rendement explose par rapport à celui initial. Prenez garde, ce n'est pas sans risque. Plus vous empruntez, plus vous êtes exposé à une liquidation qui vous fera perdre une partie de votre collatéral. Ici, notre exemple était sur la base monétaire d'un actif. On parle de sa valeur en dollars. Mais on peut tout à fait le faire à partir d'une quantité. C'est même plus pratique dans certains cas. Avec ici, par exemple, on peut déposer un bitcoin et on emprunte 75% de sa quantité, puis on reproduit le mécanisme précédent. Nous verrons dans un prochain épisode les protocoles type CDP. Pour mettre en place ce genre de stratégie, ils sont largement plus efficaces. Ça commence à faire un moment
qu'on vous prévient sur les risques, mais les prêts DeFi, bien que réduisant de nombreux risques associés à la finance centralisée, comportent leurs propres risques. Principalement les risques de smart contracts omniprésents, mais aussi et surtout les APY qui peuvent évoluer rapidement. Des taux qui évoluent rapidement et des utilisateurs qui ne gèrent pas suffisamment leur position peuvent entraîner des risques de liquidation, donc des pertes partielles ou dans le pire des cas des pertes totales. Prenez vraiment garde, c'est pourquoi il faut se former avant de se lancer. Malheureusement, dans ce domaine, la plupart des pertes ne sont pas liées à de mauvais investissements, mais surtout à une méconnaissance du fonctionnement général des outils que nous avons à notre disposition dans la DeFi. C'est ici que notre épisode se termine. 10 minutes de vidéo, je sais c'est très long, mais nous ne pouvons pas passer à côté des notions clés qui vont nous servir de base pour la suite. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à déposer un like ainsi que vous abonner à cette chaîne. Comme pour chaque épisode, je vous remercie beaucoup pour la confiance que vous nous confiez. Pareil, si vous avez une interrogation à propos de n'importe quoi, laissez un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. C'est tout pour moi, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de la FDG. C'était Captain H. Salut!